Le développement durable, c'est un sujet qui est extrêmement large et c'est pour ça que ça a été une vraie opportunité d'accueillir nos deux intervenantes qui toutes les deux ont deux points communs qui ont à la fois qui sont à la fois donc des directrices RSE au sein d'entreprises qui sont les leaders mondiaux de leur secteur d'activité, mais aussi qui ont pris leurs fonctions du coup pendant cette crise Covid. Et ça va être intéressant de regarder justement la manière dont nos deux intervenantes ont finalement déjà pu identifier comme ça un retour et capitaliser donc des bonnes pratiques et un retour d'expérience à vous partager. Mais avant tout, pour moi, c'était important de revenir quand même sur ce sujet de la RSE. Juste pour vous dire que si ce concept de RSE est né dans les années 60, la responsabilité sociétale des entreprises n'a jamais perdu de sa pertinence, particulièrement aujourd'hui. On est quand même au cœur d'une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent. Et la mise en place des stratégies innovantes pour les entreprises est un vrai levier de croissance, voire même de survie. Par ailleurs, l'importance de la RSE dans une entreprise est un facteur d'engagement des collaborateurs. Il y en a tout pour la marque employeur. Elle doit donc constituer quand même un pan intégral de nos politiques RH. Donc, à l'heure de ces enjeux de développement durable et de projet social, les entreprises ne se concentrent plus uniquement sur les profits, mais aussi sur l'impact sur la société. La prise en compte de la RSE en entreprise est une manière aussi de se différencier, d'accentuer la fidélisation des salariés comme des clients, tout en prenant en compte les différents défis donc liés au développement durable. Ce qui fait que nos deux invités qui sont ici présentes ont de vraies convictions, une vraie sincérité dans leur engagement et ont pu déjà entreprendre un certain nombre de choses qui, je l'espère, vont vous inspirer. Alors, permettez-moi déjà de vous présenter Muriel Voisin. Muriel Voisin qui, depuis mars 2021, a intégré le groupe Colas, qui est directrice RSE du groupe Colas. Bonsoir Muriel. Bonsoir, bonsoir à tous. Et Muriel, donc j'allais dire, en regardant votre parcours qui est extrêmement inspirant, on voit que vous avez toujours baigné dans ce monde de l'environnement, que ce soit chez Veolia Environnement, en tant que chercheuse, mais aussi dernièrement chez Dalkia avant d'intégrer le groupe Colas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et puis aussi de nous parler de votre groupe? Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si on me voit. Oui, si. On te voit, oui, oui. Et puis, alors, D'accord. hop. Oui, donc, je me présente, donc, Muriel Voisin. Et donc, effectivement, je viens Alors, d'intégrer, enfin, j'ai intégré donc, le groupe Colas. En fait, ce n'était pas en mars 2021, c'était en septembre 2020. Mais effectivement, pardon, il m'a septembre 2020, communiqué. excuse-moi. Oui. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, j'ai choisi de rejoindre le groupe Colas après 25 ans, effectivement, d'ancienneté dans le groupe Veolia. Où effectivement, je commençais d'abord par je suis ingénieure chimiste, hein, donc j'ai fait de la recherche en analytique sur des sujets d'analyse d'eau. Et après, du coup, j'ai évolué dans le groupe sur des sujets plus d'environnement et à la direction développement durable de Veolia Environnement. Et après, j'ai rejoint le groupe Dalkia, qui était la filiale énergie de Veolia Environnement, pour travailler aussi sur ces sujets de qualité d'environnement et de RSE. Et quand Veolia, en fait, Dalkia a rejoint le groupe EDF en 2014, et là, effectivement, on m'a proposé le poste de directrice RSE, sur lequel je travaillais déjà, en fait, sur ces différents sujets. C'est venu un peu naturellement, finalement. C'était une belle opportunité pour moi et dans le groupe de travailler sur ces sujets. Et 2 ans après, j'ai aussi pris la fonction de compliance officer et je me suis occupée de ces sujets d'éthique et conformité et de déploiement de la loi SAPA. Et effectivement, voilà, par des hasards de la vie, en fait, j'ai choisi finalement de changer d'entreprise et de mettre en fait mes compétences, je dirais, sur ce sujet au service de Colas. Et effectivement, je suis très enthousiaste parce que j'ai rejoint alors Colas qui est un groupe qui est filiale du groupe EDF, qui est la filiale en fait sur la construction de la route. Hein. Donc le groupe Colas, c'est Celle du groupe 50%. Bouygues. Filiale du groupe Bouygues, pardon. Oui, Bouygues. Donc, du coup, c'est une très grosse filiale, en fait, puisqu'il y a
plus de 55 000 salariés, on est présent dans plus de 50 pays. Les activités principales sont ce qu'on appelle effectivement les activités d'infrastructure de la route, hein. Donc, construction de la route, que ce soit amont, aval, maintenant, c'est beaucoup de satellites autour de la construction d'infrastructures. Il y a aussi une activité rail, Colas Rail sur les infrastructures de transport et une activité aussi réseau avec une filiale qui s'appelle le SPAC. Et notre PDG, Frédéric Gardès, qui, lui, a pris son poste il y a 3 ans maintenant, a décidé l'année dernière que la RSE, c'était son nouveau projet d'entreprise et qu'il allait fédérer l'ensemble des salariés de Colas sur ce sujet avec une très forte conviction, notamment sur les sujets carbone. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai rejoint, et donc, il a décidé de créer une direction RSE. Il existait déjà des équipes RSE qui travaillaient sur le reporting extra-financier, mais il a renforcé en fait sa direction. Je travaille dans une direction transverse où il y a toute la mayonnaise pour faire la RSE, puisqu'on a stratégie responsable, l'innovation, tout ce qui est aussi R&D, digital, et des sujets aussi de lobbying et de relations institutionnelles. Donc, en gros, c'est un peu toute la mayonnaise transverse pour faire la RSE, avec un patron très opérationnel, hein, parce qu'on ne peut pas faire de RSE si on n'est pas opérationnel. Donc, moi, j'apporte mon expertise sur la RSE et je me rends compte que finalement, 10 ans, voire 15 ans en fait, d'expérience en RSE, ben, vraiment, sans s'en rendre compte, on va dire, finalement, quand on est dans une entreprise, la même depuis un certain temps, on a son expertise et puis on se dit, bah, on a des freins et des leviers, mais effectivement, du coup, après, c'est un peu business as usual. Et là, le fait de rejoindre une nouvelle entreprise dont le projet, c'est quand même le projet phare, voilà, avec une ambition très forte, un enthousiasme très, très important. Et aujourd'hui, j'étais à un séminaire, par exemple, qui s'appelle Colas Project, qui sont des gros projets, notamment des PPP, où je travaille sur justement fédérer les équipes et puis mettre en cohérence tous ces sujets. Et puis Muriel, pour être très transparente avec tout le monde, on a évoqué ensemble votre précédente expérience chez Dalkia, qui était effectivement qui est importante, et on s'est autorisé quelque part dans les bonnes pratiques aussi. Est-ce que vous puissiez partager, lorsque vous en aviez finalement vous sentiez le besoin de partager votre expérience, s'il y a des thèmes effectivement qui font sens, sur ce que vous aviez aussi vécu et créé chez Dalkia, en fonction justement toujours dans cette idée de comment soutenir l'engagement des collaborateurs autour de ces thèmes liés au développement durable. Donc voilà, il faut se sentir à l'aise par rapport à ça. N'hésitez pas, c'est OK dans cet environnement. On est au sein des alumni dans ce réseau et puis toutes ces bonnes pratiques sont toujours intéressantes du coup pour la communauté. Merci Muriel pour cette présentation. Du coup, je vais introduire aussi notre deuxième invitée qui est Élodie Bernardi, qui, pour le coup, alors on parlait tout à l'heure de leader mondial de la construction. Là, on est sur un autre leader qui est le leader mondial donc de l'industrie de la beauté avec L'Oréal et avec Élodie Bernardi qui a, elle, pris ses fonctions dans le monde de la RSE donc en mars 2021. Hein, c'est bien ça, Élodie? Oui, c'est tout à fait ça. Bonjour à tous. Alors, moi, effectivement, je n'ai pas un parcours aussi expert que Muriel, puisque moi, je ne viens pas de la RSE. Moi, j'ai un parcours très business et très mass market. Exactement. Voilà, moi, j'ai vraiment grandi dans le FMCG. J'ai démarré chez Danone. J'ai fait un petit passage dans les vins spiritueux. Je suis arrivée chez L'Oréal il y a 10 ans. Et chez L'Oréal, j'ai vraiment un parcours business jusqu'à mon dernier job où j'étais DG de la marque Garnier, donc au sein de la division grand public de L'Oréal. Directrice générale de Garnier France, sur le périmètre France. Tout à fait. Et effectivement, c'est grâce à Garnier que j'ai commencé à toucher du doigt les grands enjeux de beauté durable, puis effectivement par extension les enjeux planétaires autour du climat et puis de l'avenir de notre planète, puisque Garnier était, mais est toujours, le fer de lance du groupe, justement en matière de beauté durable. Et on a eu une marque qui s'est complètement transformée pour devenir beaucoup plus authentique, beaucoup plus dans la vérité, en proposant vraiment des produits beaucoup plus engagés. Et on a fait entrer cette marque dans une nouvelle ère, l'ère des nouvelles cosmétiques, en travaillant sur le zéro déchet, sur le zéro plastique, sur des formules naturelles et biodégradables, et j'en passe. C'est vrai que c'est en travaillant très concrètement sur la transformation de cette marque que je me suis rendu compte combien les enjeux de transformation RSE étaient déjà
porteur d'engagement de nos consommateurs. C'est-à-dire que c'est une marque qui a mis en place une relation quotidienne avec ses consommateurs et une relation très transparente, très authentique et qui a vraiment drivé de la préférence. Donc, c'est une marque aujourd'hui Garnier qui se porte bien en France, alors que pendant des années, elle était un peu au fond du seau. Donc, combien c'était vraiment une source de préférence du consommateur, par extension, une source quand même de croissance business ou peut-être de survie business dans une société, dans un monde économique français qui est quand même souvent autour du management de la décroissance. Donc, ça permet aux marques quand même de sortir la tête de l'eau, de travailler à leur unicité, d'avoir une raison d'être forte. Et je me suis dit, c'est canon, il faut que je continue dans cette voie-là, parce qu'effectivement, on a d'autres marques, d'autres divisions, en revanche, chez L'Oréal, qui sont plus en retard. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ah oui. Et puis, je me suis rendu compte aussi combien c'était un instrument majeur d'animation des équipes. Garnier, c'était une marque chez laquelle personne ne voulait aller chez L'Oréal. Quand on vous disait, tu vas prendre un job chez Garnier, tout le monde disait, oh là là, mon Dieu, Garnier, au secours. Là, aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'un de nos grands talents de la division luxe, je parle bien du luxe, qui me demandait comment elle pouvait faire pour rejoindre la marque Garnier. Donc, c'est vous dire si c'est opéré quelque chose de dingue en interne sur la sexiness, l'attractivité de cette marque, même en interne. Voilà. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, Elodie, parce que là, on rentre du coup dans le monde de L'Oréal avec une marque, mais est-ce que vous pouvez dessiner justement en quelques mots le groupe L'Oréal? Alors, donc, tu l'as dit, le groupe L'Oréal donc, est leader de la beauté. On est dans 150 pays, la France étant une filiale extrêmement importante parce que c'est une filiale historique et que par ailleurs, elle fait partie des 15 pays stratégiques du groupe. Je ne sais plus quel est notre ranking en termes de chiffre d'affaires, mais on est au moins dans le top 10. Et évidemment, devant nous, c'est plutôt des pays continents, nom de code US, Chine, etc. On a en France à peu près 4000 collaborateurs. C'est un pays aussi très important pour le groupe parce qu'il y a un quart de la production mondiale qui est faite en France. On a 11 sites industriels. Donc en plus, c'est un pays qui est très symbolique de la transformation aussi durable de nos opérations. Donc elle a aussi un rôle très stratégique de ce point de vue-là. On a aussi 8 centres de recherche. Donc le cerveau de l'innovation de L'Oréal est quand même en France. Donc voilà un peu ce que je peux te dire. Et effectivement, L'Oréal, c'est aussi 4 divisions. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. 36 marques internationales. Nous, à la France, on a même des marques locales. Donc le portefeuille France est énorme. On a plus de 50 marques qui opèrent sur le marché français. Et donc, les 4 divisions, en fait, représentent les 4 grands circuits de distribution qui existent. Donc, le mass market avec la division grand public qui est la plus grosse, le sélectif avec la division luxe, la pharmacie parapharmacie avec une division qu'on appelle cosmétique active, et la dernière qui est la plus petite, mais qui est hyper importante pour nous puisque c'est là que L'Oréal est né, c'est la division professionnelle. Donc, ce sont tous les produits qui sont vendus dans les salons de coiffure. Voilà. Merci Elodie justement d'avoir dessiné justement le groupe L'Oréal parce que effectivement lorsqu'on est à l'intérieur on ne se rend pas compte effectivement de la multitude de ces divisions et puis et on comprend bien qu'il y a effectivement L'Oréal France et puis les laboratoires, les usines. Enfin, on sent bien qu'il y a j'allais dire tout un écosystème sur la chaîne qui est lié à l'industrie de la beauté. Alors maintenant que j'ai eu cette possibilité de vous présenter, je voudrais proposer du coup à nos participants d'utiliser le chat pour poser toutes leurs questions. On aura un temps de questions-réponses à la fin donc de vos 2 interventions. Et ce qui me permet, moi, du coup, de pouvoir vous introduire une première question en vous demandant à l'une et l'autre, et si vous en êtes d'accord, Elodie, en commençant avec toi, qu'est-ce que la RSE chez L'Oréal ? Quels sont les enjeux et comment est-ce qu'on définit la RSE chez L'Oréal? Alors, déjà, la RSE, elle est au cœur de notre raison d'être. La raison d'être du groupe L'Oréal, c'est créer la beauté qui fait avancer le monde. Et vous percevez bien que dans faire avancer le monde, évidemment, l'enjeu de la survie de la planète, il est au cœur du sujet. Je dirais que c'est le premier point de départ. Ensuite, nous, le sujet RSE, je dirais que ça fait à peu près 20 ans qu'on l'a intégré dans la transformation du groupe, mais ça fait peu de temps qu'on en parle. Donc, effectivement, sur les 10 dernières années, on avait un programme de transformation qui s'appelait Sharing Beauty with All, qui était un programme vraiment de transformation de notre modèle. Donc, c'était vraiment nous, avec nous-mêmes. Donc, il y a des métiers qui ont été fortement impactés, les opérations,
les achats notamment, et évidemment la recherche et développement chez nous. Et puis là, on a lancé un nouveau programme qui nous engage pour les 10 prochaines années, qui s'appelle L'Oréal pour le futur, qu'on a lancé en juin 2020, et qui là est un programme qui vise donc toujours à transformer notre modèle, parce qu'on est loin d'être arrivé à l'objectif, mais aussi d'embarquer avec nous notre écosystème. Donc notamment, évidemment, nos clients, bien sûr nos consommateurs, mais aussi nos fournisseurs, les pouvoirs publics, voilà, tous les gens qui ont des discussions avec nous, qui partagent nos produits avec nous. Et ça, pour moi, c'est le grand changement de mindset dans cette transformation RSE. Et justement, ce nouveau programme L'Oréal pour le futur, on l'a voulu très science-based. Et on s'est appliqué notamment sur le principe des limites planétaires. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais en gros, c'est un concept qui a été mis en place par la communauté scientifique reconnue mondialement, qui tend à montrer où nous en sommes en termes de capacité de la planète à se renouveler sur différents items. Il y a notamment, par exemple, l'item de la biodiversité, où on sait que là, on a dépassé les limites planétaires, puisque avec l'activité de l'homme, on a des espèces qui ont même disparu de la surface de la planète. Bon, nous, on agit là-dessus, et donc on travaille sur 4 grands piliers. Le premier, qui est sur le climat, donc qui vise à réduire drastiquement nos émissions de CO2. Le deuxième, c'est d'avoir une utilisation raisonnée de l'eau. Le troisième, c'est travailler à la promotion de la biodiversité. Et la dernière, c'est à sortir des ressources non renouvelables, et notamment du pétrole et donc des plastiques. Mais ça, je pourrais peut-être y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà un peu les grands piliers de l'engagement. Et évidemment, encore une fois, tout ça en y associant notre écosystème, parce qu'on se rend bien compte qu'une fois qu'on a fait le ménage devant notre porte, le gros des impacts, il peut être aussi porté par des parties prenantes. Merci, merci Élodie. Effectivement, on voit ce que ça comporte et à quel point j'aime bien moi ce terme d'écosystème. Je suis intéressée aussi pour entendre Muriel. Muriel, chez Colas, ça veut dire quoi la RSE? Alors la RSE, en fait, quand je suis arrivée chez Colas, évidemment, ça fait un bout de temps aussi que Colas travaille sur ces sujets, notamment sur l'environnement. On a des sites fixes qui sont émetteurs effectivement de carbone, mais qui aussi qui induisent un certain nombre d'impacts environnementaux, y compris donc le gros métier de Colas aussi, ce sont les chantiers. Et donc en fait, le sujet vraiment, moi je dis toujours que la RSE en fait c'est en fonction des impacts et des risques. Et donc, effectivement, quand on fait de la RSE chez L'Oréal ou quand on fait de la RSE chez Colas, alors même on va avoir des pans, surtout notamment la partie peut-être RH ou la partie safety, etc., qui peuvent en fait non pas se ressembler en termes d'action opérationnelle, mais en termes d'engagement, les impacts métiers en fait, vont être très différents. Donc, effectivement, on a revisité ces engagements RSE. On a pris 8 engagements RSE qui ont été lancés à un winter meeting en décembre 2020 par notre PDG. Et donc, le premier, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour moi, c'est d'intégrer la RSE dans le business. Donc, si on ne répond pas à des attentes de nos parties prenantes et de nos clients notamment, on va évidemment pas pouvoir mettre en place la RSE. Et nous, intégrer la RSE dans le business, ça veut dire développer des solutions, notamment bas carbone, sur l'adaptation au changement climatique. On fait du génie écologique, on fait du recyclage en place, on fait des choses vraiment qui vont pouvoir répondre à ces solutions-là et à ces enjeux de développement durable. Et on travaille beaucoup aussi sur les nouveaux usages de la route. Parce qu'effectivement, la société change et que les parts de marché vont changer et que ça va induire beaucoup de changements en fait, sur les infrastructures. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour pouvoir répondre à ça, on a 3 axes très métiers qui sont nos solutions bas carbone et on travaille aussi beaucoup sur ces sujets de biodiversité parce qu'on notamment on a des carrières chez Colas et sur lesquelles il y a des programmes de biodiversité pratiquement dans le monde entier, à la fois réglementaires et volontaires. Voilà, donc après, on a un axe très important d'économie circulaire. L'économie circulaire chez Colas, c'est le réemploi, la réutilisation. On a des plateformes en fait, de recyclage, donc c'est un axe très important ce sujet-là. Donc, évidemment, deuxième axe métier. Troisième axe métier, ce sont les impacts, justement. On dit on a des sites fixes, on a des chantiers qui génèrent effectivement un certain nombre d'impacts environnementaux, mais pas que sociétaux.
Et on a beaucoup de sujets d'acceptabilité en fait, de nos installations. Donc, c'est un sujet très important de dialogue local. Donc, ça, je dirais, c'est les 4 axes métiers, enfin, l'axe business et l'axe métier. Et après, on a deux engagements relatifs à nos collaborateurs. Tout ce qui est santé-sécurité, très important aussi des métiers de service et de chantier comme les nôtres. Un axe vraiment RH, on a appelé ça vraiment attirer, développer, fidéliser en fait nos collaborateurs par l'excellence managériale. On a un axe achat responsable qui est très important parce que 60% du chiffre d'affaires de Colas est consacré aux achats. Donc, on a un levier très important sur les achats, notamment le fameux Scope 3, dont maintenant on commence à être familier avec les rapports d'hygiène, tout ce qu'on peut faire en amont en fait, de nos solutions. Et le dernier axe, c'est l'axe éthique et conformité, qui est plus de la gouvernance globale, mais qui est aussi très important. Ce n'est pas que l'application de la loi Sapin, c'est aussi l'exemplarité. On travaille dans beaucoup de pays où ces sujets ne sont pas si faciles à appréhender. Donc voilà, donc, ça fait 8 engagements qui sont forts, qui sont imprimés, et on travaille aujourd'hui en fait avec un pilote pour chaque feuille de route qui va travailler, lui, avec tous les sponsors métiers. Et le rôle de la direction, c'est du coup je dirais, finalement d'animer tout ça et de suivre un peu, c'est comme un chef d'orchestre, on va dire. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous avez évoqué, alors je vais peut-être switcher sur du tutoiement, hein, comme tout à l'heure, on s'est permis ça avec Élodie, puis j'ai entendu cette notion de direction mayonnaise. Alors ça m'a interpellée sur comment est organisée la fonction RSE chez Colas, le lien qui est fait naturellement ou pas, on verra, avec la fonction RH, mais c'est vrai que ça m'a interpellée sur la gouvernance aujourd'hui chez Colas. Alors, effectivement, la direction RSE chez Colas, c'est très intéressant parce qu'en fait, mon patron, il est au comité de direction générale de Colas. C'est un opérationnel qui est venu au service en fait, de ce qu'on appelle un peu les fonctions corporate et support. Mais en fait, nos missions sont très opérationnelles. Et effectivement, dans la direction, ce qu'on appelle une direction de responsable et d'innovation, on va avoir les relations institutionnelles et tout le lobbying en fait, qui pourrait être fait, parce que pourquoi le mot lobbying n'est pas un mot négatif, puisqu'en fait, on ne peut rien faire tout seul. Donc, il va falloir inciter les clients, inciter les pouvoirs publics. Donc, c'est très important finalement sur ces sujets RSE. On a toute la partie R&D en amont sur laquelle on va apporter des solutions techniques en fait, dont on a besoin en fait, justement pour mettre en place nos solutions, notamment sur ce sujet bas carbone. Il y a énormément de choses qui se font chez Colas aujourd'hui. Et après, on a ce qu'on appelle une direction des stratégies responsables dans lequel on a l'environnement, la santé, sécurité et la RSE, en fait, et un deuxième pan qui est les nouveaux usages justement de la route. Donc, en fait, c'est un peu finalement, moi, je dis toujours que la RSE, le b.a.-ba, c'est la compliance, et puis après, il faut vraiment ouvrir ses oreilles et être le plus en amont en prospective. Donc, nous, on a aussi cette direction-là. Ce qui fait que, pourquoi je disais, du coup, c'est un peu effectivement la mayonnaise transverse pour pouvoir finalement avoir tous les plans de la RSE, mais après, évidemment, je dois travailler avec toutes les filières, dont évidemment la DRH, qui n'est pas dans notre direction, qui est une filière à part entière, mais aussi les achats. Et en plus de ça, je dois travailler en fait avec les territoires. Donc finalement, on a des pilotes finalement qui représentent les filières ou les fonctions concernées, des patrons du territoire qui vont devoir déployer avec des fonctions aussi d'animation RSE. Et tout ça doit marcher un peu en cadence. C'est pour ça que je suis un peu le chef d'orchestre de tout ça avec une petite équipe, parce que finalement, pas forcément d'avoir besoin de gros épis, mais plutôt des relais en fait, opérationnels et puis des relais. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail un peu qui est en train de prendre justement chez Colas avec... on appelle ça un peu la quatrième dimension chez nous, hein, parce que finalement, on a les filières, la RSE, mais aussi les patrons de territoire. Et bien sûr, après, chaque patron de territoire est patron de la RSE, mais donne ça en animation pour pouvoir... Voilà. Et tout ça, ça doit se parler avec fluidité, parce que si on n'arrive pas à avoir, je dirais, ce partage fluide, on n'arrivera pas à percoler, quoi. Parce que le sujet n'est pas d'informer, mais que chacun se sente concerné et agisse, en fait. Et justement, c'est intéressant parce que tu as évoqué tout à l'heure ton patron, le président de Colas, et tu m'as dit lors de la préparation qu'il avait vraiment décidé de positionner la RSE dans une autre dimension. C'est bien ça ?
Oui. En fait, Frédéric Gardès, là, depuis 2 ans, après sa prise de fonction, il y avait un projet qui s'appelait One Colas, qui était un projet effectivement très structurant pour l'organisation de tout Colas, parce qu'effectivement, comme on est présent dans différents pays et puis des métiers assez différents, voilà. Mais son nouveau projet d'entreprise, c'est vraiment la RSE qui est au cœur de sa stratégie. Donc, en fait, finalement, du coup, on parle de RSE partout, c'est-à-dire déjà, on est dans toutes les conventions. Là, on a une convention en janvier qui est une convention, le fil rouge chez la RSE. Chaque patron de territoire prend le fil rouge de la RSE, mais en l'intégrant au métier, quoi. On n'est pas là à faire un truc en plus. Et donc, c'est vrai que du coup, ça fait une dynamique ultra importante. On a appelé notre projet ACT. Donc, ACT, c'est Act and Committed, justement, Together. Et donc, voilà. Et du coup, on décline opérationnellement. On a fait de la sensibilisation, de la formation. Et maintenant, ce qui fait que la direction RSE est invitée. Et on intervient, en fait, pratiquement partout, aussi bien territoire que filière. Et ça permet de diffuser la bonne parole et surtout concrètement de voir quelles sont les actions qu'on va faire. Merci Muriel. C'est intéressant de voir justement le nom qu'on donne aussi au programme et le fait de dire ACT, ça signifie aussi quelque chose de fort. Élodie, sur le programme L'Oréal for the Future, on a senti effectivement tout à l'heure la transversalité. Mais alors, je te pose la même question. Comment est organisée aujourd'hui la fonction RSE chez L'Oréal? Quel est le lien que vous avez justement avec vos collègues et donc la fonction RH? Et puis, comme l'a souligné tout à l'heure Muriel, je suis intéressée de savoir le positionnement aujourd'hui de la gouvernance de l'entreprise, surtout avec le nouveau directeur général, Nicolas Hieronymus, qui prend ses fonctions. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, nous, chez L'Oréal, surtout en France, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on est sur les terres de la holding. Donc, sur le même territoire, voire même à 500 mètres, vous avez la holding et la filiale France. Donc, en gros, au sein du groupe, on a au sein du COMEX, et ça a été une nomination hyper symbolique il y a à peu près 13 ans, Jean-Paul Agon, qui était notre CEO de l'époque, a nommé dans son COMEX une directrice de la transformation sustainability du groupe, qui est une femme qui s'appelle Alexandra Palt. Je vous recommande de suivre sur LinkedIn parce que c'est une grande militante et en même temps très business, très pragmatique. C'est une femme assez remarquable. Donc, elle, c'est ma patronne fonctionnelle. Elle a évidemment une équipe au groupe qui gère la transfo internationale, donc qui manage un peu les 150 pays qui sont en train d'opérer cette transformation et qui a un vrai rôle de conseil aussi du COMEX sur les grandes orientations stratégiques qu'il faut prendre en matière d'innovation, en matière d'investissement, en matière de conquête commerciale, d'investissement industriel, etc. Et ensuite, c'est aux filiales de s'approprier cette stratégie et de l'appliquer au business. Et ça, c'est mon rôle. Et donc, moi, du coup, je suis au comité de direction de la filiale France. Donc, mon patron, c'est le patron de la France, que je vous invite aussi à suivre sur LinkedIn parce que c'est un mec super sympa qui s'appelle Hervé Navelou. Et il est, pour le coup, alors moi, j'ai le meilleur boss du monde parce que c'est un ultra convaincu qu'on ne pourra pas survivre sans se transformer radicalement. Et c'est un de mes meilleurs alliés. Et d'ailleurs, c'est lui qui a décidé de créer ce job à la filiale France. Et alors ensuite, moi, avec moi, j'ai deux organisations un peu différentes. J'ai 4, ce qu'on appelle Sustainability Leaders, qui représentent nos 4 divisions, donc qui ont un lien fonctionnel avec moi et hiérarchique avec les patrons de nos divisions, donc les 4 que je vous présentais tout à l'heure, parce que pour nous, un peu comme ce que Muriel exprime, c'était hyper important qu'on soit très collé au business. Et il se trouve qu'on a des circuits de distribution qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Et si on veut vraiment changer la manière dont on fait notre business, il faut agir sur les politiques commerciales. Du coup, il faut avoir la main vraiment dans le PNL, quoi. Donc ça, pour nous, c'était hyper important. Donc, j'ai ces 3 sustainability leaders qui m'aident sur des projets transversaux, bien entendu, mais surtout qui ont la responsabilité de porter L'Oréal pour le futur dans leur division. Et puis, en parallèle, et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, dont on est hyper fiers, je vous avoue, on a identifié 4 sujets prioritaires. Il y en a un 5e et même un 6e qui vont bientôt arriver, parce que les sujets avancent et donc on en apporte des nouveaux. Donc, on a 4 équipes projets qui travaillent sur diviser par 2 nos émissions de CO2 d'ici à 2030. Le deuxième travaille à réduire notre empreinte de notre consommation de plastique vierge à 0 d'ici à 2030. Donc, ne travailler que sur de l'économie circulaire, comme disait Muriel tout à l'heure. La troisième équipe projet s'occupe de
développer la seconde vie de nos produits. Donc là, on est entre nous, on peut se dire le mot qu'on n'a jamais le droit de dire, mais éviter les destructions de produits. Voilà. Et le 4e projet prioritaire qu'on a identifié, c'est l'information et l'éducation du consommateur. Parce qu'effectivement, nous, dans l'industrie cosmétique, en fait, le gros des impacts, il est dans l'usage que font nos consommateurs de nos produits dans leur salle de bain, la consommation en eau, le chauffage de la salle de bain, le chauffage de l'eau, et puis les produits qui, une fois rincés, s'écoulent dans la nature, leur biodégradabilité, etc. Ça, c'est le gros en fait, des impacts. Donc, il est hyper important de travailler à l'information et à l'éducation du consommateur pour promouvoir ces gestes de beauté durable. Et ces 4 projets sont menés multidivision, multimétiers. Et les leaders de ces projets sont des gens qui sont des collaborateurs de la filiale. Par exemple, le leader du projet sur la seconde vie de nos produits, c'est la patronne de la supply de notre division cosmétique active. La personne qui lead information et éducation du consommateur, c'est celle qui m'a remplacée sur Garnier, donc c'est la DG de Garnier France. Celui qui lead réduire nos émissions de CO2, c'est le DRH marketing de la division grand public. Vous voyez, c'est des profils qui sont très, très différents. Et ça, ça a été un moteur, enfin vraiment un accélérateur dingue, notamment, en tout cas, pour faire évoluer en fait, la notoriété du programme L'Oréal pour le futur. Il y a une capillarité qui s'est opérée tout de suite entre les divisions et les métiers. Et par ailleurs, il y a une très, très belle émulation. Il y a des très grandes idées qui sont sorties de là, parce que c'est vrai que nos divisions fonctionne encore aujourd'hui un peu en silo, même si on est une filiale, qu'il y a des liens, que les patrons se parlent. Mais les équipes très opérationnelles se parlent très peu. Et il y a beaucoup de best practices qui ont été échangées sur ces 4 sujets prioritaires entre les divisions. Il y a des divisions qui travaillent très, très bien la seconde vie de leurs produits, d'autres pas du tout. Il y a des divisions qui ont déjà fait un effort colossal dans leur consommation de plastique, notamment sur le suremballage, le co-packing, d'autres divisions qui étaient au niveau 0. Et ça nous a permis d'avancer extrêmement vite là, sur la dernière année qui s'est écoulée, depuis qu'on a mis en place ces équipes. Et puis, c'est effectivement un outil de fierté, enfin de motivation des collaborateurs qui est aussi assez dingue, à tel point que c'est pareil, moi, tous les jours, j'ai des candidatures de gens qui me disent moi, j'aimerais bien intégrer un projet transversal. Il n'y en a pas encore un nouveau, mais il va pas tarder à arriver. Alors, le prochain qu'on va mettre en place, ça va être sur le sujet de la com responsable, puisque nos médias ont un impact environnemental, nos médias ont un impact sociétal. Donc ça, c'est le prochain grand sujet. Alors là, je peux vous dire que j'ai du profil marketing à gogo devant ma porte. Alors c'est intéressant, Élodie, parce qu'à la fois on sent à quel point finalement l'implication du top management peut être un levier justement dans la mise en place des différents projets, et alors on a vu qu'il y avait quand même une certaine transversalité dans ces projets. On sent aussi du coup qu'il y a une implication des équipes et un engouement, un engagement. Alors je vais tirer le fil justement, parce que ce qui est intéressant dans ce partage, c'est que ça nous permet aussi, et puis ça te permet de partager le retour d'expérience, des actions concrètes qui ont été mises en place donc chez L'Oréal, mais aussi qui ont permis justement d'embarquer les collaborateurs. Et quand je dis les collaborateurs, c'est tous les collaborateurs. Alors, quelles ont été les recettes de L'Oréal? Qu'est-ce qui a marché? Et quels sont aussi les écueils à éviter? Parce qu'il y a aussi peut-être des choses qui n'ont pas marché. Qu'est-ce que tu peux nous partager? Alors, là où je trouve que tu as raison, c'est qu'il y a un moment, il faut quand même que ça vienne d'en haut et qu'il y ait un frame hyper clair. Et donc, effectivement, c'est quoi les grands enjeux sur lesquels on va travailler, les grandes priorités? Donc, voilà, moi, je vous les ai énumérés, il y en avait 4. Et derrière ces 4 grandes priorités, il y a des objectifs chiffrés. Par exemple, sur le sujet, je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais sur le sujet, par exemple, de la réduction du carbone, nous, on s'est engagé à ce que d'ici 2025, 100% de nos sites en France soient carbone neutres. Je disais, on a 11 usines. Aujourd'hui, on en a 5 qui sont carbone neutres. Vous voyez, il nous reste un peu de chemin à parcourir. 2025, c'est demain. Donc voilà, on s'est engagé sur des trucs hyper concrets. Donc ça veut dire que dans la tête de tous les collaborateurs qui travaillent sur le métier des opérations chez nous, l'objectif à atteindre, il est hyper clair. Donc ça, pour moi, c'est le premier truc. C'est vraiment le frame avec des objectifs stratégiques et chiffrés. Et effectivement, comme tu dis, un engagement du comité de direction, COMEX, peu importe la manière dont il s'appelle dans l'entreprise. Donc, ça veut dire aussi qu'on a des bons instruments de mesure. C'est vrai que pour nous, le vrai départ de L'Oréal pour le futur, ça a été notre capacité à mesurer justement les émissions de CO2 de nos transports de produits, les émissions de CO2 de nos usines, les émissions de CO2 de nos sites, centrales de distribution, sièges, etc. Donc, c'est vrai que le sujet de la mesure, il est assez central.
Et c'est pour ça, typiquement, que le sujet de la com responsable n'arrive que maintenant. C'est qu'avant, on n'était pas capable de calculer l'impact environnemental de nos médias. Maintenant, on sait le faire. Voilà. Donc, pour moi, il y a le sujet de la mesure aussi. Et puis après, il y a effectivement, une fois qu'on a donné des objectifs chiffrés, c'est identifier les grandes priorités. On ne peut pas tout faire en même temps. Et ça, moi, je trouve que c'est ce que notre patron à la France a très, très bien fait. C'est vraiment de se dire, voilà, nous, en 2021, on va s'attaquer à 4 grands sujets. Voilà, c'est tout. En 2022, on va rajouter 2. Il y en aura peut-être un qui aura été réglé entre-temps. Voilà. Pour moi, c'est d'avoir cette espèce de démarche de progrès. Donc, ouais, moi, c'est un peu ça le conseil que je donne. Et moi, je trouve vraiment ce qu'on a bien réussi à la France. Et je me permets de vous le dire parce que bon, c'est facile de s'envoyer des fleurs, mais je vois ce qui se passe dans les autres pays L'Oréal et notamment dans les 14 autres pays stratégiques où effectivement la transfo RSE, la gouvernance n'a pas complètement été mise en place comme ça. C'est resté plutôt dans des équipes un peu expertes, un petit peu hors sol, qui essayaient de mettre en place des équipes projets dans les divisions. Ça n'a pas hyper bien marché. Donc, nous, on est hyper contents de ce modèle qui est vraiment, je fais travailler des collaborateurs dans leur métier, dans leur domaine d'expertise, mais sur cette transformation sustainability. Merci Elodie, c'est très clair. Du coup, je me tourne vers Muriel parce qu'effectivement, on se dit que, on voit bien que vous êtes toutes les deux dans des secteurs différents. Muriel, lorsque j'entends Elodie et ce que tu as partagé tout à l'heure, on voit bien l'impulsion aussi de ton patron. Ma question, elle est très simple. Quelles ont été les recettes, tu vois, appliquées chez Colas, parce qu'on sait que vous avez aussi une démarche participative et qu'il y a eu des choses qui ont émergé de cette démarche-là. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce retour d'expérience? Alors oui, ce que je peux partager. Alors déjà, je voudrais peut-être dire un mot de ce que j'avais fait chez Dalkia, où justement on avait, Bien sûr, en fait, parce que les sujets, enfin, ce qui est très compliqué en fait dans ces sujets RSE, et ça, moi, c'est un peu mon leitmotiv depuis toujours, c'est effectivement que chacun mesure à son niveau ce qu'il doit faire et comprenne en fait le sujet. Et donc voilà. Et donc suivant effectivement, et quand on était chez Dalkia, on avait du mal. On parlait beaucoup de sujets aussi d'économie d'énergie et de CO2, et finalement le technicien il a un peu du mal à comprendre lui finalement comment il intervenait, alors qu'en fait finalement, quand il faisait un bon réglage de sa chaufferie, il participait finalement à ces économies d'énergie. Donc, pour pouvoir finalement faire comprendre ça, parce que ce n'est pas si évident, parce que le langage corporate, finalement, le langage opérationnel doit s'adapter, on va dire. On avait fait des outils comme des pièces de théâtre, justement et notamment travailler aussi sur des éléments de langage avec les commerciaux, justement, avec du théâtre et de l'improvisation. Ça marchait très bien, c'était très pédagogique. On avait fait aussi de la bande dessinée. Donc ça, c'est une expérience que je partage de ce que j'avais fait chez Dalkia. Alors, nous, aujourd'hui, chez Colas, le sujet est de même ampleur, c'est-à-dire on a 55 000 salariés, 80% c'est des gens qui sont sur le terrain, il y a les conducteurs de chantier, il y a les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, puis après il y a les compagnons qui travaillent sur la route, et effectivement quand on s'adresse aux uns aux autres ou à des fonctions de filière, au service juridique, on ne va pas forcément parler de la même façon, et le tout c'est d'arriver à avoir un socle commun de connaissances. Donc du coup on a, pour démystifier que la RSE, ce n'est pas que l'environnement et le climat, parce que c'est un peu ce que les gens ont tendance à croire quand même aujourd'hui, et parce que c'est un sujet éminemment important, et pour que là, ça y est aussi. Du coup, on a en fait fait un sorte de, on a appelé ça le kit RSE d'auto-évaluation. On a fait un sort de e-learning en fait, qui présente les 10 engagements de Colas et les axes en fait, détaillés pour que tout le monde ait à peu près le même niveau de connaissance. Mais c'est un outil qui a été fait pour qu'on appelle les responsables d'établissement, les chefs d'agence, pour qu'eux-mêmes, en fait, ils prennent connaissance finalement des actions, des engagements et puis où on en est, parce qu'on n'est pas tout au même niveau d'avancement. Hein. Il y a des feuilles de route qui sont plus avancées que d'autres, et puissent partager avec leurs équipes pour pouvoir construire les plans d'action avec leurs équipes. Donc, voilà. Et ça, c'est un travail un peu de longue haleine, on le fait en français, en anglais, et en fait, on n'a pas choisi d'imposer finalement la méthode au patron, dire bon, on va envoyer à tout le monde avec le mail du PDG, ça on sait évidemment que ça ne marche pas forcément comme ça, donc c'est chaque patron de territoire avec ces outils-là, mais il y en a d'autres, parce que là, on travaille un peu avec un facilitateur graphique aussi pour essayer de rendre plus pédagogique en fait, nos propos. Et chaque patron de territoire choisit la méthode finalement de management et de déploiement de ce fameux kit RSE. Voilà. Mais on sait qu'on va atteindre, je ne sais pas, 30%. Enfin, ça a très bien percolé depuis 6 mois, mais quand on interviewe après les chefs d'agence, on sait qu'on a encore une dimension
plus opérationnel à atteindre et on va l'adresser au fur et à mesure. Et en fait, ça va être adressé en interrogeant les gens. C'est-à-dire, on ne se dit pas, tiens, on va faire ci, on va faire ça. En fait, on a fait des bêta-tests en fait, de notre outil pour voir si ça percolait ou pas. On a vu qu'il y avait un bon accueil, mais alors, évidemment, les bêta-testeurs, c'était plutôt des gens qui étaient RSE, on va dire, dynamiques. Voilà. Et donc, maintenant, du coup, on prend la leçon en fait, de ceux qui trouvent que ce n'est pas très opérationnel. On prend aussi les propos de ceux quels sont les avantages. Et on va essayer de décliner d'autres outils de partage, etc. Mais effectivement, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et c'est la vraie difficulté. Et après, c'est que chacun trouve à son niveau ce qu'il doit faire et que ça réponde aussi, finalement, que ça percole, qu'on reste cohérent entre leur langage corporate et puis, finalement, les actions de terrain parce que chacun ne travaille pas dans son coin non plus. C'est un vrai challenge pour l'entreprise comme Colas et j'imagine que pour le Real, c'est pareil. Mais, voilà. Et Muriel, ce qui m'avait interpellée, pareil, lorsqu'on a préparé cette rencontre, c'est qu'il y avait eu une démarche participative qui avait été initiée effectivement chez Colas, mais que même s'il y avait eu cette dynamique et démarche participative, finalement, la formation des managers, c'était quand même une priorité. C'est-à-dire que c'était un vrai levier pour permettre d'engager les collaborateurs sur des choses très concrètes. Et ce que j'en ai compris aussi, c'était la notion d'élément de langage, finalement, la sémantique, qui n'est pas une sémantique d'expert, mais qu'à un moment donné, on puisse mettre des mots sur les sujets de RSE qui parlaient du coup à chaque catégorie ou socio-professionnelle. C'est ce qui m'a fait frapper aussi dans ce que vous avez mis en place. Oui, complètement. En fait, après, c'est vrai qu'il y avait une démarche, alors ça, c'était avant que j'arrive, effectivement participative, et on a vraiment dégagé les items, mais c'était finalement pas si nouveau que ça, puisqu'en fait, on retrouve finalement les sujets sur lesquels Colas travaillait déjà, mais ça a permis d'ancrer qu'effectivement, la RSE, c'était aussi les achats, c'était aussi l'ancrage du territoire, etc. Et derrière, en fait, maintenant, il faut justement on a redéfini ces 8 engagements de manière un peu plus concrète. Après, pour chaque engagement, comme on a une feuille de route dédiée, si on prend l'exemple du carbone, comme ça a été évoqué tout à l'heure pour L'Oréal, nous, on a 5 axes très précis, dont un axe sur la comptabilité, un axe sur les solutions bas carbone, avec des exemples très précis sur nos véhicules, nos sites, etc. Donc, ça se traduit en vraiment actions très concrètes. Il y a eu des objectifs qui ont été pris justement de réduction aussi, 30% de nos émissions directes et indirectes, sans rentrer dans le détail, à 2030, dans une démarche d'ailleurs globale. Et derrière, ça se traduit par maintenant, en fait, des actions et les investissements que le terrain doit faire. C'est-à-dire, en fait, que chaque patron de territoire ou d'entité doit dire, pour pouvoir atteindre cet objectif, je dois l'intégrer évidemment dans le métier et j'ai des investissements et donc à faire. Et donc maintenant, dans les réunions budget des patrons, en fait, est obligatoire de présenter les investissements qui sont consacrés sur justement ce sujet carbone. Et ça vient aussi, si on prend le sujet d'éthique et la conformité, c'est pareil dans le site de management global, les plans d'action relatifs notamment au sujet de la corruption, pour lutter contre la corruption, sont présentés en fait par le patron du territoire au moment de leur revue annuelle, quoi. Et du coup, ça fait, voilà, c'est itératif et surtout après, il y a un sujet. Et nous, le rôle de la direction RSE, ça sera justement de traduire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur les indicateurs de performance. Évidemment que chaque feuille de route a des indicateurs. Il y en a, c'est plus ou moins facile. Il y en a, ça reste encore un peu du quali qu'on doit transformer en quanti. Et on est interrogé, parce que j'ai vu cette question qui passait aussi, évidemment, par les investisseurs sur ces sujets-là. Et moi, aujourd'hui, à chaque conseil d'administration de Colas, je viens présenter la RSE au moment où c'est intéressant parce donc ça pose quand même le sujet de la cascade. En fait, c'est moi l'image. Si j'avais à faire une métaphore, c'est quand même ce sujet-là, du top management jusqu'à toucher justement toutes les populations pour les embarquer concrètement, du coup, dans le cadre de leur activité. Élodie, c'est le schéma d'ailleurs que tu as décrit tout à l'heure aussi dans l'implication des équipes opérationnelles. Ma question aussi, parce que vous avez ce point commun toutes les deux, Muriel et Élodie, c'est-à-dire dans les activités
de vos deux entreprises, vous avez des populations qui sont sédentaires et des populations qui sont nomades, avec effectivement différentes catégories socio-professionnelles. Élodie, comment L'Oréal s'assure que tout le monde est bien embarqué, sachant que L'Oréal est tous les jours challengé sur ces sujets-là par les consommateurs? Alors, en fait, tu mets le doigt sur effectivement quelque chose qu'il faut qu'on règle aujourd'hui. Donc, effectivement, ce que je n'ai pas précisé précédemment, mais évidemment, le sujet de la formation, il est assez central aussi dans l'engagement et puis le fait que nos collaborateurs maîtrisent un peu mieux ces sujets-là. Donc, nous, on a un programme de formation chez L'Oréal qu'on a appelé les Green Steps, qui reprend les 4 grands piliers de notre programme L'Oréal pour le futur, donc le CO2, la biodiversité, l'eau et les ressources naturelles. Pour effectivement ce que tu disais avec Muriel, la sémantique, le vocabulaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, les éléments de langage, mais en tout cas, comprendre aussi ce qu'ils peuvent lire parfois dans l'actualité. On a beaucoup parlé du dernier rapport du GIEC cet été. Voilà, il y a tout ce qu'on peut lire dans l'actualité, que nos collaborateurs puissent s'en emparer dans leur sphère professionnelle, mais aussi dans leur sphère privée. Ce plan de formation, donc c'est ce qu'on appelle les Green Steps, donc il y en a 4, chacun fait 1h30. Il y a une petite partie théorique quand même, c'est-à-dire ce qu'on sait sur la science environnementale, ce que L'Oréal a déjà fait, ce que L'Oréal va faire et à quoi L'Oréal s'engage. Ça, c'est un peu la base de nos Green Steps. Ces Green Steps, on a plutôt un bon taux de transformation de ces Green Steps sur nos populations sièges. En revanche, effectivement, on s'est rendu compte que sur nos populations routes, terrain, représentants commerciaux, je ne sais pas comment vous les appelez, dans vos entreprises respectives, eux, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà parce que c'est une formation d'1h30 x 4. Eux, leur temps sédentaire, c'est le vendredi, c'est le temps de l'administratif et du reporting. Donc, consacrer 1h30, prendre 1h30 sur ce temps-là, c'est aussi parfois le temps des réunions aussi d'équipe. C'est hyper compliqué pour eux. Par ailleurs, effectivement, c'est bien de donner de la théorie, mais c'est vrai qu'eux, il leur manque un peu et qu'est-ce que j'en fais face à mon client qui me sollicite dans mon rayon, dans mon officine, dans mon salon de coiffure, et comment je peux vraiment le raccrocher à des choses hyper concrètes, c'est-à-dire la réalité de mon quotidien, je vends des produits cosmétiques. Donc, c'est le nœud qu'on est en train de démêler en ce moment, c'est essayer de trouver le bon contenu, c'est-à-dire avoir quand même un petit peu de théorie, parce qu'il y a un moment où il faut apprendre, c'est sur les sujets environnementaux et sociétaux, il faut apprendre. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui est officiel et où on en est, nous, L'Oréal, mais en même temps, l'orienter un peu argumentaire de vente, quand même, ou en tout cas, comment déminer les pièges que peuvent nous tendre parfois certains de nos clients. Et on est en train de travailler sur plutôt des formats podcast de 5 minutes qui sont hyper adaptés à ces populations qui bougent beaucoup, qui sont souvent dans leur voiture, pour que il y ait des contenus hyper snackables où ils puissent, qui vont leur permettre justement de donner des vraies bonnes infos à leurs clients et en même temps de bien placer leur marque, de bien placer leurs produits, etc. Donc ça, c'est sur le premier, ta première question. Et la deuxième, je l'ai oubliée, c'était quoi déjà? Alors, est-ce que tu as justement, dans ce retour d'expérience, des écueils à éviter, à partager justement avec nos participants? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez testé des choses et puisqu'il y a quand même une culture du test and learn chez L'Oréal, vous avez testé des choses sur lesquelles vous avez dit là, il faut qu'on adapte. Je trouve que l'exemple avec les podcasts est un bon exemple parce que tu vois, dans votre retour d'expérience, c'est que vous avez adapté justement le programme de formation. Pour moi, le premier écueil, c'était de se dire one size fits all, c'est-à-dire je fais une bonne formation sur mes piliers L'Oréal pour le futur et ça va aller à toutes mes populations. Bah non, en fait, il y a des populations avec lesquelles ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un petit côté un peu... sur mesure, et notamment sur les populations commerciales qui sont souvent très tournées action, quoi. Donc, il faut vraiment se mettre dans cette dynamique-là. Non, ta deuxième question, c'était auprès des consommateurs et notamment des challenges des consommateurs. C'est vrai. Donc, effectivement, face aux consommateurs, face aux clients, c'est pas facile. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Peut-être qu'on reviendra sur les questions. Oui. Je trouvais que c'est une question très intéressante sur justement est-ce que nos clients nous poussent ou pas. C'est un peu plus ambigu que ça. Et donc, du point de vue du consommateur, effectivement, en fait, c'est très, très difficile parce que quand nos marques ont commencé à opérer leur transformation, et je parle vraiment en connaissance de cause dans ma précédente vie sur Garnier, on était tout de suite taxé de greenwashing. Ça, c'était il y a genre 4 ans.
effectivement, les consommateurs ont commencé, et puis particulièrement en France. En plus, la France est un pays où c'est un des plus gros pays de bio, par exemple, de produits bio. C'est un pays où les consciences se sont vachement éveillées, les consommateurs se renseignent beaucoup, donc c'est hyper compliqué d'opérer en toute transparence ces transformations en France. Donc les consommateurs étaient hyper critiques. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un espèce de basculement sur ces 2 dernières années où les consommateurs se sont rendus compte qu'en fait, toutes les grandes entreprises, quand même, toutes les grandes marques françaises étaient en train d'opérer une transformation sincère, pas parfaite, toujours dans la démarche de progrès, c'est-à-dire que oui, ils font des choses, mais il y a le fond de catalogue qu'il faut continuer à rénover, qu'il faut continuer à transformer. Oui, il y a telle usine qui est carboneutre, mais celle-ci, elle est vraiment nulle, elle pollue beaucoup. Oui, voilà. Et je trouve que ces discours de transparence, même si au début, on s'est pris des tartes à la crème tous les jours, en fait, il a fini par porter ses fruits. Et ce que je vous disais, cette relation de confiance qui s'est instaurée entre nous et nos consommateurs, pas sur toutes les marques, mais en tout cas sur les marques vraiment engagées, avec un ton assez incarné, assez sincère. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les consommateurs sont devenus, sont en tout cas plus à l'écoute, ils ne sont pas plus indulgents, ce n'est pas vrai, mais ils sont quand même plus à l'écoute de la transformation des entreprises. Et Élodie, justement, si on a un sujet tel que la symétrie des attentions, puisque tu parles justement de ce rapport au consommateur, parlons aussi du rapport qu'ont les candidats et de la marque employeur. Aujourd'hui, est-ce que la politique RSE chez L'Oréal est un élément d'attractivité? Est-ce que c'est comme ça que c'est vécu, en tout cas, à l'intérieur de l'entreprise? Alors, complètement. J'ai encore un témoignage assez prégnant, puisque mon patron, Hervé Navelou, était sur un forum à HEC ce matin. Il m'a dit, franchement, 90% des questions sont sur l'engagement environnemental et sociétal de L'Oréal. 90%. Il m'a dit, d'ailleurs, la prochaine fois, je t'emmène parce que ça va être plus simple, ça va être plus rapide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que tous nos candidats posent la question de j'ai vu que vous aviez lancé ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que votre usine ceci? Est-ce que le lancement du shampoing solide ultra doux va se généraliser sur tous vos shampoings, etc. À tel point que moi, je suis en train de former nos équipes Talent Recruitment pour leur donner justement 2-3 billes pour être un peu pertinents en entretien et que eux aient aussi un peu le hard skill de pouvoir relancer l'entretien et de dire à l'étudiant, ah, ok, donc ça t'intéresse, qu'est-ce que tu connais sur tel et tel sujet, et de pouvoir aussi évaluer si ce futur candidat possède effectivement cette vraie valence durable qui nous intéresse tout particulièrement chez L'Oréal. Et c'est vrai que ça fait partie de ces profils aujourd'hui qu'on essaye de chasser. On a du mal parce que historiquement, c'est comme quand on chassait des gens qui voulaient bosser dans le digital. Prioritairement, ils allaient chez les GAFA, quoi. Et L'Oréal, on avait beaucoup de mal à recruter. Il a fallu qu'on monte un peu en compétence sur le sujet. Pour moi, la RSE, c'est un peu pareil. En fait, la plupart des candidats aujourd'hui qui sont dans les grandes écoles ou les grands cursus universitaires, quand ils sont passionnés de développement durable, L'Oréal n'est pas le premier acteur industriel économique auquel ils pensent. Ils pensent plutôt aux ONG, ils pensent plutôt à des Patagonia, ils pensent plutôt à des Yves Rocher, voilà. Donc, effectivement, comment nous, en tant que marque employeur, on arrive à montrer qu'on est un peu best in class en la matière. Et ça, c'est tout le travail, effectivement, de nos équipes de recrutement talent côté recrutement France et que je dois former eux aussi et leur apprendre ce vocabulaire et leur apprendre à bien parler de nos produits de beauté durable pour qu'on puisse intéresser les candidats et leur montrer que ce n'est pas que du marketing, il y a de la transformation industrielle, il y a de la R&I derrière, il y a des achats, qu'il y a des fonctions un peu hard du cœur du réacteur du groupe qui sont aussi très, très experts sur le sujet. C'est très clair, Élodie. Du coup, je me tourne vers Muriel avec la même question. Donc, politique RSE, marque employeur, comment est-ce que c'est effectivement, il y a une impulsion et c'est porté comme ça au sein de Colas? Et puis, est-ce que tu sens la sensibilité finalement des candidats à l'embauche autour de ces sujets? Alors oui, je rejoins complètement tout ce qui a été dit. Je partage une anecdote quand je suis arrivée chez Colas, je faisais le tour de tous les patrons pays et Francis Grasse, qui est un des patrons qui a vraiment le plus gros périmètre, la première chose qu'il m'a dit, moi, la RSE, pour moi, c'est un sujet d'attractivité de nos talents et de garder nos collaborateurs. Et effectivement, ça l'est, c'est sûr. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, j'ai été
en train de voir le déploiement justement de nos petites RSE avec le patron des États-Unis. Et il me dit, j'ai eu un sorte de, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, il a une réunion avec tous les nouveaux entrants. Il m'a dit, je n'avais jamais vu ça, plus de 50% des questions, pareil, portées sur la RSE. Donc, bon, vraiment, c'est un sujet de marque employeur, c'est clair. Aujourd'hui, j'étais à un séminaire où justement, on m'a dit, voilà, c'est en fait des personnes qui travaillent sur des grands projets de construction et il y a des personnes qui maintenant disent, je veux choisir le sujet sur lequel je travaille parce que si le sujet n'a pas justement un aspect RSE environnemental, en gros, j'exerce comme un droit de retrait que je reste sur la sécurité, je ne veux pas travailler dessus. Donc, ça interpelle beaucoup, beaucoup les patrons. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que depuis mon arrivée, moi, j'ai participé pas mal à des forums d'emploi. Je viens du coup, effectivement, prêcher la bonne parole sur France RSE. Et clairement, la DRH m'associe effectivement maintenant aussi à tous ces différents événements. Et on vient de faire justement, parce que bon, la route, le métier de la construction est un métier qui attire encore beaucoup, mais après, c'est vrai que voilà, il y a cette attente effectivement des jeunes salariés. Et on a du coup organisé avec la DRH un challenge RSE auprès de nos partenaires écoles. On a eu plus de, alors c'était pas que France, c'était international. On a eu plus de 400 dossiers. Alors le sujet, c'était imaginer des infrastructures responsables de demain. Et voilà, donc et on a eu beaucoup, beaucoup de projets qui étaient justement à appréhender la RSE de manière transverse. On n'a pas eu que c'était un sujet qui n'était pas techno. En fait, ce qu'on voulait, c'était justement les faire parler sur ces sujets RSE global et ça a plutôt donné ses fruits. Alors, l'objectif n'était pas d'avoir des projets sur lesquels derrière on ferait forcément des choses, mais il se trouve que l'équipe gagnante est quand même une équipe en fait où il y avait un des étudiants en alternance qui était justement ce fameux d'identité Colas Projects. Et du coup, on leur a proposé de présenter pendant la semaine du développement durable leur projet. Et il y aura sûrement des bonnes idées à prendre. Quoi. Donc, oui, je confirme. Et je crois que les patrons qui n'avaient pas pris cette mesure, je pense, il y a 10 ans, même il y a 5 ans, sont en train de l'apprendre et sont bien conscients du sujet et qu'il faut l'adresser, quoi, et que ça posera un vrai problème si ces sujets ne sont pas adressés. Muriel, du coup, en t'écoutant, ça me permet de te poser ma dernière question avant de passer la main à mon amie Corinne justement pour passer aux questions qu'il y a sur le chat. Muriel, c'est quoi tes prochains next steps là chez Colas? Les prochains next steps, c'est bon, pas plus tard qu'hier, on avait justement une réunion de pilotage avec tous nos pilotes de feuilles de route. Et on a expliqué ô combien c'était important de travailler de manière transverse et fluide. Donc, on continue à déployer effectivement sur le territoire, notamment les pays anglo-saxons. On a une convention RSE en janvier. Donc là, c'est pareil, avec 2 jours. Et le fil rouge est sur les 2 jours sur la RSE, avec un concours RSE un peu sur les meilleurs projets en fait, de l'année, des best in class, des masterclass sur la RSE, etc. Donc, le next step, c'est encore une fois continuer à travailler de manière opérationnelle et que d'ici, alors je ne saurais pas dire, si c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, chaque patron ait son plan d'action RSE avec l'animateur qui va bien. Et puis après, on n'a plus besoin de direction RSE parce que en fait, c'est business as usual. Ça, je pense que quand on n'aura plus besoin, moi, je considère, je ne suis pas, voilà, c'est mon patron qui pense à RSE, mais ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais même cette fonction d'animation, elle tendra à disparaître si les sujets sont complètement intégrés. Mais c'est un super objectif, n'empêche. C'est très intéressant. Un grand merci, Muriel, donc déjà de ta sincérité et dans ce partage. Élodie, pareil. Quels sont tes prochains next steps là chez L'Oréal? Écoute, prochain next step pour moi, c'est avant la fin de l'année d'avoir vraiment craqué un partenariat avec un client. Ça, c'est notre grand sujet de frustration chez L'Oréal. On a beaucoup de mal à embarquer nos clients avec nous et à embarquer nos clients sur des vrais sujets disruptifs. Et d'ailleurs, la disruption, c'est le mot-clé le mot d'ordre que nous a donné notre grande patronne Sustainability Monde, la fameuse Alexandra Palt.
qui nous a dit, voilà, là, 2021, on a travaillé sur l'accélération et ce que tu disais, Muriel, aussi, un peu l'optimisation du modèle pour le rendre compliant, mais on gagne du temps. En vérité, on n'a pas transformé notre activité. Donc, elle a dit l'année prochaine, le mot d'ordre, c'est la disruption. Et donc, mon next step, c'est de définir effectivement les grands chantiers prioritaires de 2022 en ayant en tête cette idée de disruption, c'est-à-dire, voilà, sur notre activité promotionnelle, par exemple, on ne cesse d'adapter les matériaux qu'on utilise en matière de PLV, en matière de sleeve promotionnel, etc., où on essaye de trouver des matériaux plus durables. Bah, demain, réinventons la promo, en fait. La promo est un symbole de la consommation de masse. Bah, comment on réinvente la manière dont on fait de la promo? Est-ce qu'on en fait toujours? Est-ce qu'on en fait virtuellement? Est-ce que, voilà. Donc, ça joue d'un sujet comme ça, mais des sujets comme ça, on en a 10 milliards. Donc, mais voilà, c'est plus définir la feuille de route de l'année prochaine en ayant en tête ce mot d'ordre de disruption. Voilà. Et d'ici la fin de l'année, craquer une opération avec un client. Très bien, merci, un grand merci Élodie. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Un grand merci vraiment pour votre générosité. Et puis ça me permet de passer la main à Corinne, ma chère Corinne. J'ai vu qu'il y avait plein de questions sur le chat. Il y a effectivement beaucoup de questions sur le chat. Vous avez déjà évoqué ce sujet, mais je crois que ça vaut le coup d'y revenir. Nous avons une question de Luc sur les indicateurs de performance RSE, et donc sur les indicateurs de performance que vous avez mis en place. Et une question plus précise sur l'intégration de ces indicateurs dans l'évaluation des managers, et on pourrait dire peut-être particulièrement des managers intermédiaires ou des managers de proximité. Oui. Alors, enfin, je sais pas, Muriel, je ne vous vois pas. Pas de problème, vas-y. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire la liste des indicateurs, mais je peux vous donner des exemples. Effectivement, comme nous, la grande priorité, c'est de réduire nos impacts. Typiquement, sur le CO2, c'est réduire les émissions de CO2 liées à nos activités, donc sites, transport, digital, événements. Donc, typiquement, par exemple, je vais calculer l'impact CO2 des déplacements de nos collaborateurs via notre logiciel de réservation de voyage, tout simplement, et via le gestionnaire de notre flotte auto pour nos commerciaux et autres voitures de fonction. Et là, je vais suivre cet indicateur qui est la tonne de CO2 et je vais voir si d'ici 2030, j'arrive en effet à la diviser par 2 ou pas, en ayant effectivement un point de passage toutes les fins d'année, parce que ce sont des indicateurs qui sont très compliqués à avoir, ça mobilise beaucoup de gens en interne. Donc, nous, on s'est fixé d'avoir un point de passage tous les ans, en général en octobre. Donc là, je me prépare à avoir mon premier chiffre de 2021 qui va arriver. On suit aussi les émissions de CO2 des transports de nos produits, par exemple. Et puis, ce que je vous racontais, on suit aussi les émissions de CO2 du note numérique et notamment de nos médias. On suit aussi la réduction de plastique. Pour nous, chez L'Oréal, c'est au cœur vraiment de la transformation de notre modèle. Donc, la réduction des poids de plastique qu'on utilise dans nos emballages, avec tous les différents types de plastique, et puis aussi le pourcentage de plastique recyclé qui va entrer dans la composition de nos flacons. Et c'est 2 indicateurs qu'on suit pas mal. Sur, par exemple, la seconde vie de nos produits, on va regarder nos taux de reprise de produits, nos taux d'obsolète, évidemment nos taux d'unités détruites. Voilà, un peu des exemples d'indicateurs qu'on suit chez L'Oréal. Il y en a plein d'autres. Moi, des indicateurs dans des KPI de transformation à la France, moi, j'en ai 38. Voilà. Donc, ils sont très, très variables. Et alors, est-ce que ces indicateurs RSE sont intégrés dans l'évaluation des managers? Ça dépend des métiers. Parce que je disais, il y a des métiers chez L'Oréal qui se sont transformés il y a très longtemps. Donc, pour les métiers des achats, des opérations et de la RI, oui. Le reste des métiers L'Oréal, pas encore. Mais c'est le gros sujet pour les évaluations de fin de cette année et donc les objectifs 2022, où effectivement, on aimerait mettre des indicateurs, donc on appelle ça, nous, des indicateurs L'Oréal pour le futur, aux managers. Absolument. Alors, en ce qui concerne Colas, effectivement, du coup, j'ai effectivement évoqué les 8 feuilles de route qui sont suivies par des indicateurs. Donc, il y en a beaucoup d'indicateurs liés effectivement aussi au carbone, à l'environnement, sur le taux de recyclage de nos agrégats d'enrobés, sur effectivement les émissions de nos véhicules, l'empreinte carbone, etc. Bon, je ne vais pas détailler non plus. Je suis en charge du reporting extra-financier sur la partie environnement. Donc,
Je travaille aussi sur la collecte des informations dans le monde entier. Et ce n'est pas si simple que ça, avec des périodes souvent de reporting décalées, parce qu'on a des exigences vis-à-vis de nos actionnaires principaux qui fait que souvent on est en décalé par rapport au reporting, par exemple, financier. Donc, pour ce qui est des indicateurs RH, achat, on a aussi des indicateurs, souvent des indicateurs aussi de nombre de personnes formées, etc. Il y a des engagements sur lesquels c'est plus difficile. L'éthique, si on prend l'éthique et la conformité, on va avoir effectivement le nombre de personnes formées, le nombre de vérifications de tiers, mais des fois, ça peut rester un peu du quali, il ne faut pas non plus… Voilà. Après, on a des objectifs qui sont fixés aussi. Et effectivement, les indicateurs, les KPI principaux, notamment sur les accidents, le CO2 et le plan de mixité sont effectivement nos managers au plus haut niveau sont incentivés sur ces engagements. Voilà. Donc, on retrouve à peu près la mécanique. Bon, après, il faut faire attention sur aussi, finalement, d'avoir des indicateurs incentivés parce que ça peut amener aussi à des biais et puis à des fois, finalement, un manque de transparence. Donc, je suis assez réservée. Enfin, c'est important d'avoir les managers incentivés. Il ne faut pas non plus aller trop loin parce qu'il y a aussi plein d'entreprises qui ont monté des effets aussi un peu néfastes de le faire. Donc, il faut trouver le bon, on va dire le bon niveau et puis du coup, la façon de le faire aussi. Et peut-être en lien avec ces questions sur les indicateurs, une question de Laura sur les éventuelles résistances en interne. Est-ce que vous rencontrez des résistances en interne et si oui, comment faites-vous pour convaincre et engager les collaborateurs? Si je peux prendre la main et puis après le dire, une des résistances principales, c'est justement cet effet de transversalité qui fait que il faut que tout le monde travaille de manière fluide ensemble et ce n'est pas toujours facile dans les entreprises. Donc, du coup, ça crée des freins, ça peut être les égos des personnes, ça peut être les fonctionnements, les politiques, les organisations. Donc, ça, c'est quand même un frein important et c'est pour ça que je dis que la fonction de la RSE est une fonction d'animation et de conviction parce que voilà, il faut arriver à fédérer. Voilà. Après, il y a des freins économiques, c'est clair. C'est-à-dire, quand on met en place un certain nombre d'investissements, c'est peut-être… voilà, donc du coup, il y a des freins aussi qui sont effectivement, et Elodie l'a très bien dit, du coup, alors je vois la question, non, la RSE est perçue comme une contrainte, c'est perçu vraiment comme un levier positif, on s'acharne à le dire, voilà, mais du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais un des freins, c'est effectivement la partie économique, et puis les clients, voilà, je disais, parce que nous, par exemple, on peut proposer ce qu'on appelle des éco-variantes, qui sont finalement dans la construction de la route, on peut proposer des solutions qui sont plus bas carbone, mais en fait, déjà, les codes des marchés publics font qu'on n'est pas, des fois, c'est impossible de proposer ces variantes-là, et puis des fois, le client, il ne veut pas. C'est là où je dis que le travail, d'ailleurs, de lobbying institutionnel et puis je dirais, de dialogue avec les pouvoirs publics, il est important, parce que le client, des fois, il n'en veut pas parce que soit ça coûte plus cher, soit parce qu'il n'a pas envie. Et là, on a aussi des vrais freins possibles entre le commerce aussi et le bureau d'études qui veut proposer quelque chose, mais le commercial qui n'en veut pas. Enfin, voilà, c'est tous ces freins-là qu'on retrouve dans l'entreprise. Moi, j'avoue qu'il n'y a pas de résistance en interne. Il n'y a pas de gens qui sont réfractaires au changement. Il n'y a pas de climato-sceptiques. Enfin, honnêtement, c'est admis par tous que le monde dans lequel on vit vit une extrême urgence et qu'il faut tous qu'on contribue. Donc ça, franchement, c'est partagé en interne et vraiment à tous les niveaux de la société. En revanche, effectivement, pour moi, les contraintes, elles sont plus matérielles. C'est-à-dire, moi, je rejoins Muriel, moi, j'ai un vrai problème de ressources. Honnêtement, les transformations sont tellement lourdes. Les gens chez L'Oréal sont déjà hyper occupés. Donc, moi, j'ai du mal à aller, le truc de base que vous connaissez très, très bien dans vos métiers, la guerre des headcounts. Voilà. Moi, j'ai besoin de créer une équipe. Comme à la France, on a un PNL qui est très tendu. Ça veut dire qu'il faut que j'aille piquer des ressources ailleurs. Et ça, c'est hyper compliqué. Donc, j'ai des problèmes aussi de budget, typiquement, parce que moi, pour lancer certains projets,
j'ai besoin de prestataires, j'ai besoin de payer des prestataires de formation, j'ai besoin de payer des prestataires qui vont m'aider à élaborer certains diagnostics. Bon, voilà, j'ai besoin d'argent. Ça, c'est aussi ma grosse contrainte. Et effectivement, après, mon autre contrainte, c'est que moi, j'ai toujours, ce que je vous disais, des bonnes volontés. J'ai toujours des gens qui toquent à ma porte, qui veulent contribuer, etc. Après, c'est des gens qui ont un job. Et donc, il y a un vrai problème de bande passante. Et c'est vrai que chez L'Oréal, on a énormément de projets transversaux qui sont menés en parallèle, puisqu'on opère aussi, on continue d'opérer notre transformation digitale. On a aussi d'énormes transformations de nos organisations qui sont en cours, notamment dans les populations supply, qui sont aussi des populations très sollicitées par L'Oréal pour le futur. Donc, on sent que les collaborateurs, là, le projet sur le projet sur le projet, là, parfois, il y a un peu de surchauffe. Mais moi, je dirais, ce sont donc que des contraintes un peu matérielles. Mais en revanche, tout le monde a envie de contribuer et c'est évident pour tout le monde que c'est c'est la voie à suivre. Nous avons aussi une question sur l'implication des fournisseurs. Ah ben, ça, c'est une bonne question. Voilà. Vous voulez y aller, Muriel? Oui, oui, alors effectivement, les fournisseurs, c'est un vrai sujet, les fournisseurs, les sous-traitants, surtout, alors je pense que L'Oréal, c'est le même problématique, le volume qu'on peut avoir. Donc voilà, donc effectivement, alors on a à la fois, déjà, on est quand même soumis au devoir de vigilance, hein, donc on a quand même, on travaille sur les cartographies, effectivement, RSE, donc eux, les devoirs de vigilance, environnement, santé, sécurité et droits humains de nos fournisseurs et de nos sous-traitants. Et après, c'est comment on applique, comment on fait effectivement nos plans d'action. Donc après, nous, on va travailler honnêtement sur des notions de risque majeur, hein, parce que quand on a, je ne sais pas combien, je ne saurais même plus dire le nombre, c'est peut-être 150 000 fournisseurs ou sous-traitants, après, il faut travailler avec cette notion effectivement de risque et d'impact, quoi. Parce que sinon, on ne pourra rien faire vraiment. Voilà. Donc, du coup, on a cet axe effectivement achat RSE avec l'évaluation, justement, audit des fournisseurs, etc. Donc, c'est des sujets qui sont adressés, mais qui sont des sujets difficiles, hein, pour les grandes entreprises. Enfin, on avait la même problématique, hein, quand on était chez Veolia, chez EDF aussi. Voilà, donc voilà. Mais c'est des sujets qu'on adresse au fur et à mesure en prenant effectivement cette notion de risque majeur en priorité et en avançant pas à pas. Alors, moi, je dirais que chez L'Oréal, nos fournisseurs, ils sont partie prenante de notre transformation depuis le début, en fait. Ils ont un rôle critique dans notre capacité, justement, à nous transformer. Ça fait très tôt, par exemple, que nous, chez L'Oréal, on a des politiques de sourcing de matières premières assez développées, qu'on travaille sur du sourcing solidaire, qu'on travaille sur avoir aussi un impact local, c'est-à-dire avec un fournisseur de matières premières, j'en sais rien moi, l'aloe vera du Mexique, avoir un vrai impact sociétal sur les communautés qui travaillent chez ce fournisseur. Donc, ça fait des années qu'on a vraiment cette culture, on a une charte, une charte achat qui est hyper robuste et qui est très, très, qui est très solide. Donc, on a cette culture, nous, avec nos fournisseurs depuis hyper longtemps. Et je dirais qu'en plus, L'Oréal étant quand même assez gros dans l'industrie cosmétique, on a des fournisseurs qui parfois travaillent quasiment essentiellement que pour nous. Donc, de fait, ils se sont transformés avec nous. Il y a eu des choses assez vertueuses qui se sont mises en place. Il y a des fournisseurs chez qui on a investi pour nous aider dans notre transformation. Ça, c'est des belles histoires. Il y a des filières de sourcing de matières premières qu'on a aidé à développer. Je peux vous donner un exemple, moi, que j'adore. On a une filière d'huile d'avocat au Burkina Faso qu'on a depuis 30 ans. C'est une filière hyper importante pour nous dans l'élaboration de nos produits capillaires, mais aussi dans l'élaboration de nos produits de soins de la peau. Il y a 10 ans, on a décidé de développer cette filière et de les aider à développer un sourcing de beurre de karité. Donc, avec la même association avec laquelle on travaille depuis 30 ans sur l'huile d'avocat, on les a aidés à se développer sur le beurre de karité, qui est aussi un ingrédient fondamental, nous, dans notre activité cosmétique. Donc, en fait, on est dans un partenariat, je dirais, constant avec nos fournisseurs. C'est encore plus vrai sur les matières premières. Mais même nos fournisseurs, nous, à la France, typiquement à la filiale France, nos fournisseurs de PLV, puisque la PLV, c'est quand même
un polluant majeur et surtout très visible. Tous nos fournisseurs de PLV se sont transformés en même temps que nous et maintenant 100% de nos PLV carton sont labellisés FSC, c'est-à-dire qu'ils viennent de bois qui eux-mêmes viennent de forêts cultivées de manière durable. Et ce sont évidemment des cartons recyclés, recyclables. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais qu'on a dû opérer en simultané avec la transformation de nos fournisseurs. Donc, sur cette partie amont du business, ça s'est fait de manière assez fluide et avec vraiment des très belles histoires. C'est plus sur la partie aval où nous, avec nos clients, on a du mal à transformer. C'est beaucoup plus compliqué. Pour poursuivre sur le balayage des parties prenantes, nous avons une question sur les relations que vous entretenez avec les agences de notation. Et une autre question qui a été déjà un peu abordée, mais peut-être ça vaut le coup d'y revenir, sur les actionnaires. Comment embarquez-vous les actionnaires? Alors, je vais prendre du coup, nous, alors, les agences de notation vont plutôt s'adresser au niveau du groupe Bouygues. Donc, en fait, Colas va alimenter, je dirais, les argumentaires de Bouygues, bon, ce qui ne veut pas dire qu'après, le groupe ne nous demande pas de répondre directement. Pas plus tard qu'avant-hier, avec mon patron Bernard Salah, on a répondu à Amundi sur tous ces sujets d'économie circulaire. Voilà. Donc, du coup, notre actionnaire principal, évidemment, c'est le groupe Bouygues qui nous répond à toutes les exigences réglementaires sur ce sujet, documents universels, devoir de vigilance. Et nous-mêmes, en fait, on est assez acteurs pour communiquer et puis justement sur notre site, on a fait en fait, alors qu'on n'avait pas l'obligation réglementaire, la fameuse déclaration de performance extra-financière, c'était le choix de Colas. Bon, après, on ne va pas forcément continuer de le faire comme ça, mais on aura toujours en fait, je dirais, un document dit pour répondre aux investisseurs. Donc effectivement, on est de plus en plus sollicité. Après, ça peut se faire par projet, parce que le séminaire finalement où j'étais aujourd'hui, on a fini le séminaire justement en interrogeant, avoir une conversation sur le fonds d'investissement et notamment sur un projet parce qu'on est sur la construction du tramway de Liège. Et effectivement, il nous a expliqué de manière très très claire qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement ne financeraient plus de projets sur le charbon, qu'ils ne financeraient que des projets où il y a effectivement réduction d'émissions de CO2, mais aussi sur la partie santé-sécurité, sur la partie droits humains et mixité, quoi. Donc, clairement, ça se transforme et je dirais aussi, vous avez dû entendre parler de la taxonomie, je dirais, il y a la finance se transforme, on est vraiment sur des sujets de finance durable où on va devoir, dès 2021, je dirais, devoir communiquer quelles sont les activités, ce qu'on appelle les activités vertes éligibles. Et là, effectivement, tout le monde est concerné, quoi. Donc, c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant, quoi. Alors, moi, je ne m'occupe pas du tout du rapport extra-financier de L'Oréal puisque c'est géré par le groupe. Donc, moi, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je n'ai pas la compétence. En revanche, en ce qui concerne notre relation avec les actionnaires, et puis je vois l'exemple d'Emmanuel Faber. Nous, sur le site du groupe L'Oréal, vous avez la vidéo du rapport annuel qui est complètement accessible et de la conférence qui avait été donnée donc, par notre CEO Jean-Paul Agon puis par son DAF. Et moi, la seule chose que je perçois, c'est que, évidemment, la performance extra-financière de L'Oréal, elle est fondamentale dans la valorisation de l'entreprise et du coût de son action. Moi, je dirais que ce qui rassure aussi certainement les marchés et notamment les actionnaires, c'est qu'il n'y a pas que ça comme transformation chez L'Oréal. Et c'est vrai que chez L'Oréal, on parle beaucoup de beauté durable, mais on parle aussi de beauty tech, on parle de services, on parle de digitalisation. Et c'est vrai que la transformation durable de L'Oréal, elle est au cœur de nos activités aujourd'hui et on est tous persuadés que c'est l'avenir de l'entreprise, mais pas uniquement. Et je dirais que c'est peut-être la différence, si je peux me permettre, parce que bon, j'ai démarré chez Danone, mais je ne connais pas Emmanuel Faber. C'est peut-être ça aussi la différence, c'est de montrer que l'entreprise, elle est sur tous les grands sujets d'actualité et tous les grands sujets d'avenir, et pas que celle de la planète, même si elle est évidemment fondamentale.
Après, on a quelques questions peut-être un peu plus précises, notamment sur des thèmes qui n'ont peut-être pas été évoqués. Donc, on a une question de Laurent, je vais la lire, ce sera plus simple. Dans les différents chantiers, comment et où sont pris en compte les enjeux de santé environnementale, perturbateurs endocriniens, micropolluants et leurs impacts sur la santé? Quid du Health by Design? Alors, les enjeux de clean beauty, nous, on les distingue un peu on distingue un peu clean beauty et green beauty. Pour nous, avoir des produits sûrs, garantir la sécurité de nos consommateurs, c'est juste la base, en fait. Donc, nous, très, très vite, en fait, chez L'Oréal, ça fait, je dirais peut-être 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a mis en place un site internet qui s'appelle Au cœur de nos ingrédients, où on joue la totale transparence auprès du consommateur sur ceux qui peuvent être soupçonnés d'être indésirables, perturbateurs endocriniens, etc. Sachant que nous, chez L'Oréal, évidemment, on ne formule pas de produits avec des perturbateurs endocriniens. Enfin, après, ça devient un débat d'experts, mais le principe de base, c'est celui-là. Donc, on donne vraiment la totale transparence. Quand on utilise certains conservateurs, on le dit. Aujourd'hui, on a même des listes d'ingrédients qui sont décryptées chez L'Oréal. Donc, la plupart des marques de L'Oréal aujourd'hui ont ça. Vous savez, souvent, les listes d'ingrédients, c'est en espèce de latin, parce que c'était censé être le langage international, ce que c'est le langage international des experts, mais le consommateur, il ne comprenait rien. Donc, nous, on a la plupart de nos marques, et notamment la division grand public, qui ont vraiment décrypté ce que voulait dire ce mot un peu barbare en latin et qui parfois veut juste dire glycérine d'origine végétale, quoi. Donc, ça ne sert à rien de faire peur aux consommateurs. Donc, sur ce sujet des perturbateurs endocriniens, d'aller sur la clean beauty, etc. Nous, c'est un engagement qu'on a depuis hyper longtemps et effectivement, jamais on mettra en danger nos consommateurs. Donc, je dirais que ce n'est même pas une démarche d'entreprise. Pour nous, c'est juste la base, quoi. C'est de ne pas donner à nos consommateurs des produits qui peuvent être dangereux pour eux. Et dans le prolongement de cette question, il y a une question sur vos relations avec Yuka, l'application. Alors, Yuka, en fait, nous, quand Yuka est sorti, ça a été un peu une révolution. Alors, dans le monde agroalimentaire, j'en parle même pas, mais même nous, en cosméto, ça a été une grosse révolution. Et je pense que ça a eu le mérite, justement, de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est vrai qu'il y avait aussi un peu un culte du secret, je pense, dans les grosses entreprises industrielles françaises. On ne voulait pas donner la lecture complète de nos listes d'ingrédients par souci de garder un peu nos secrets de fabrication, de garder nos brevets, de garder une avancée technologique. Et c'est vrai qu'on a oublié dans tout ça le consommateur. Et je trouve que Yuka a eu le mérite de nous rappeler que le consommateur a besoin de comprendre, de plus en plus aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, ce qu'il se met sur la peau, ce qu'il ingère, et puis il a besoin de savoir aussi ce qui va se retrouver dans les rivières, dans les fleuves, dans les océans. Donc pour lui, c'est hyper important. Et je pense que Yuka nous a remis un peu le doigt dessus. Donc a ouvert un peu la boîte de Pandore, a ouvert les portes de nos laboratoires. Ça a été un changement culturel assez drastique chez L'Oréal. Ça n'a pas toujours été facile, mais moi je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès sur le sujet. Après, Yuka, concrètement, sur la méthodologie, on n'est pas forcément d'accord, puisqu'il y a des ingrédients qui peuvent être décriés, mais à certains niveaux de concentration, et Yuka ne fait pas le distinguo. Or, aujourd'hui, typiquement, il y a des ingrédients et des conservateurs qui sont irremplaçables et qui garantissent justement la sécurité et la santé du consommateur. Typiquement, on n'est pas du tout d'accord avec Yuka sur leur décryptage des produits solaires. Parce que derrière le solaire, il y a un enjeu de santé publique, il y a le cancer de la peau, il y a le mélanome. Et quand on voit aujourd'hui que de plus en plus de Français ne se protègent plus, on se dit que finalement, ça a été un effet un peu pervers. Donc voilà, pour moi, Yuka, il y a du super bon parce que ça nous a fait changer de culture, ça nous a fait changer d'air, ERE, vis-à-vis de notre rapport avec le consommateur. Après, il y a des débats sur leur méthodologie. Et Muriel, comment se positionne Colas sur cette question des enjeux de santé environnementale, à la fois vis-à-vis des collaborateurs et peut-être plus largement au niveau sociétal? Alors, sur la santé environnementale, je ne suis pas encore peut-être experte de tous ces sujets chez Colas, mais il y a évidemment des sujets
de nuisances en fait, sonores, mais aussi de produits et de seuils d'émissions de poussière, etc. Donc, c'est essentiellement ça. Donc, il y a tout un sujet d'acceptabilité, effectivement, de travail sur les émissions de poussière, notamment sur les carrières. Et là, c'est un enjeu de santé environnementale, notamment vis-à-vis des riverains. Donc, en fait, la direction environnement et santé sécurité travaille très étroitement en fait, sur ces sujets-là, avec cette notion, pareil, effectivement, d'identification des risques santé environnementale et qui sont partagés, etc. Donc, voilà. Après, je ne connais pas tout en détail parce que je suis pas depuis assez longtemps chez Colas, mais voilà, c'est vraiment des sujets qui sont adressés évidemment. Et on a la semaine, la Safety Week qui va avoir lieu dans 15 jours, adresse aussi des sujets de santé tels que justement les maladies cardiovasculaires, les AVC, les choses comme ça, vis-à-vis des salariés aussi. Donc, parce que la santé, c'est aussi la santé des salariés. Et on commence, effectivement, les entreprises commencent à adresser beaucoup plus ces sujets aussi qui sont peut-être pas, on se dit peut-être pas, c'était peut-être on avait peut-être l'impression que c'était indirect, mais c'est pas si indirect que ça, de s'occuper aussi de la santé de ses salariés, quoi. Donc, c'est des sujets qui sont de plus en plus adressés. Alors, je crois que nous ne pourrons pas épuiser toutes les questions qui sont apparues sur le chat, mais peut-être une dernière question. Déployez-vous la fresque du climat et la fresque des 2 tonnes dans vos démarches d'engagement des collaborateurs? Alors, je vais répondre. Nous, on a un engagement effectivement de fresque, de déploiement de la fresque du climat, et donc c'est la directrice environnement qui porte ce sujet. L'atelier d'automne, on va le proposer aussi d'ailleurs dans le cadre de l'action du développement durable parce qu'on trouve ça intéressant. Et ben, il y a un comité de direction générale justement qui démarre demain, et demain soir, le comité de direction générale de Colas va faire la fresque du climat, justement, mais on en a déjà fait pas mal, en fait, auprès des salariés. Pendant la semaine de développement durable, on propose tous les jours, justement, des ateliers, des fresques du climat. Donc, on a des animateurs qui sont formés, chaque patron du territoire le déploie aussi, etc. Bon, après, on avait la même problématique quand j'étais chez Daka et EDF. C'est difficile de faire une fresque du climat avec les compagnons en fait, qui travaillent sur les chantiers parce que ça prend quand même 1h30, 2 heures. Donc, il faut qu'on trouve en fait des modules adaptés pour sensibiliser sur à peu près les mêmes thématiques, mais dans un temps quand même qui est plus court, parce que ce n'est pas possible de mobiliser autant de temps. Mais voilà, il y a un vrai déploiement et qui est une volonté en fait du groupe Bouygues, comme ça l'était quand j'étais chez EDF. Chez L'Oréal, nous, on a privilégié notre formation interne, puisqu'elle était tout à fait corrélée à nos 4 grands piliers L'Oréal pour le futur. Et parce que, par ailleurs, la fresque du climat, comme son nom l'indique, n'adresse que les enjeux du climat. Or, nous, on a 3 autres piliers. Et c'était important pour nous que nos collaborateurs puissent se développer et puis développer un peu leurs connaissances sur les 3 autres piliers. Après, la fresque du climat, c'est un super outil de team building. C'est hyper sympa à faire, et donc là on se pose la question de le faire sur certaines populations. Il y a un test qui va partir, je pense, d'ici la fin de l'année, sur certaines populations, notamment marketing, particulièrement sur des marques qui sont très en retard sur le sujet de la RSE, justement. Je ne les citerai pas. Si, Ilham, je te laisse reprendre. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup, Corinne. Merci pour vos questions. Et puis, surtout, un grand merci, Élodie. Ilham, juste en 2 secondes, oui, parce que je vois qu'il y a Barbara qui a posé une question, et c'est vrai que je suis revenue plusieurs fois dessus, donc peut-être que je m'explique en 2 secondes. Le rapport difficile avec nos clients, en fait, pour moi, il est très, il est assez représentatif, je trouve, des relations commerciales qu'on peut avoir. Alors, je mets de côté nos pharmaciens et nos coiffeurs parce que c'est des circuits très décentralisés, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de relationnels, donc je les mets un peu à part. En revanche, sur nos autres grosses divisions qui travaillent plus sur des circuits de masse, donc hypermarché, supermarché et le sélectif, les enseignes de la beauté, Marionneau, Nocibé, Sephora, etc. En fait, ce qui est hyper compliqué, c'est de se descotcher de la discussion purement négociation commerciale. On a toujours beaucoup de mal à les faire sortir de là pour justement prendre un peu de recul, s'oxygéner un peu, se dire voilà comment on peut transformer nos modèles,
comment on peut mieux mettre en avant la beauté durable, comment on peut vous aider à ce que vos magasins réduisent aussi leurs impacts, etc. C'est vraiment ça, c'est faire le pas de côté et leur dire, bon, OK, il y a la négo commerciale, il y a la taille de boîte, vous n'avez pas de place dans votre magasin, OK, très bien. Et puis après, il y a ce qu'on peut faire pour vraiment faire la différence ensemble en matière de développement durable et quelque chose de très visible du consommateur, parce que l'enjeu de tous ces distributeurs, c'est d'aller générer du trafic, d'aller chercher de la préférence, et que le consommateur préfère rentrer dans un Carrefour que dans un Intermarché ou dans un Sephora que dans un OCB. Et nous, on peut être aussi source d'innovation avec eux pour les aider dans ce travail de préférence. Et on a beaucoup de mal à sortir des vrais négo. C'est très clair, Élodie. Merci pour ce complément. Et alors, moi, je suis ravie de ces échanges et merci pour vos questions. C'est vrai que c'était un temps important pour moi de vous permettre effectivement de témoigner de vos expériences et de vos convictions, parce qu'on l'a vu, vous avez une telle sincérité. Et pour mener à bien ce type de projet qui est quand même, vous l'avez souligné, il y a une telle transversalité. Et ça touche des écosystèmes avec une perméabilité entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur, qu'il faut quand même être une femme d'exception pour porter les sujets comme vous le faites. Et voilà, je voulais vous dire un grand bravo. J'en profite pour remercier justement pour l'organisation de cette conférence Corinne, Julie, Brigitte, et je voulais remercier le Club RH pour leur confiance. J'espère que cette séquence vous a plu et puis j'espère vous dire à très bientôt pour justement nos futures conférences, puisqu'on a une saison 2021-2022 qui va être extrêmement intéressante. Je vous dis un grand merci et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Voilà.